Bonjour et bienvenue sur Tu savais toi, le podcast. À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être afin qu'ils répondent à mes questions sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Ayoun, chirurgien esthétique et plastique à Paris. Quels sont les différents types de chirurgie mammaire? Comment se passe la prise en charge d'une chirurgie dite esthétique? Est-ce que tous les patients sont opérables? Docteur Ayoun nous éclaire sur tous ces sujets. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de la chirurgie mammaire. Donc tu es chirurgien esthétique à Paris. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire pourquoi tu as décidé de faire ce métier? Et voilà. Bonjour Margot, merci à toi pour l'invitation. Je suis chirurgien plasticien à Paris installé depuis 2 ans. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce métier? Je voulais faire de base de la chirurgie. Déjà, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu faire médecine. Je voulais de base faire de la chirurgie parce que j'aime bien les travaux manuels, enfin j'aime bien tout ce qui est manuel, que faire des visites à rallonge dans les services de médecine et pas de chirurgie, ça me saoulait un petit peu. Donc voilà, je voulais utiliser mes mains, j'ai toujours adoré le bloc quand je faisais mes stages, donc c'était assez évident pour moi que je voulais faire de la chirurgie. Maintenant, pourquoi de la chirurgie plastique? Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire comme chirurgie, quel type de chirurgie je voulais faire. Et je suis passé en tant qu'externe en stage de chirurgie plastique. Et ce qui m'a donné envie de faire de la chirurgie, c'est une réduction mammaire. Sur une réduction mammaire, j'étais passé à l'hôpital Saint-Louis chez le professeur Mimoun, dans le service du professeur Mimoun, et j'ai vu une réduction mammaire. Et cette chirurgie-là, en fait, elle m'a clairement fait un déclic quand j'ai vu la poitrine de cette dame avant et ce qui avait été réalisé en l'espace de 1 heure ou 1 heure et demie, ce qui avait été réalisé en l'espace d'1 heure ou 1 heure et demie, enfin la transformation de la patiente, ça m'a vraiment fait un déclic et ensuite la question ne s'est plus posée, c'est ça que je voulais faire, Ok, tout simplement. Donc c'est une intervention. ok. Wow. Après j'ai un petit peu poussé les choses du coup puisque, forcément je veux dire tu choisis pas le métier que tu exerçais pendant 40 ans sur une opération, mais la chirurgie plastique, c'est magique dans le sens où, heu, c'est pas du tout que de la chirurgie esthétique et les prothèses mammaires. Alors effectivement, ça en fait partie et c'est très sympa, c'est génial aussi, mais c'est vraiment la seule chirurgie pour la seule spécialité pardon, au sein de laquelle, on peut opérer, de la tête, du vertex, du haut du crâne jusqu'au 5e orteil. C'est vraiment la seule Mm. spécialité dans laquelle on peut faire ça et tellement varié c'est tellement varié entre les chirurgies esthétiques, les chirurgies reconstructrices, la chirurgie dermatologique, la médecine esthétique. Globalement, on peut vraiment faire énormément de choses, se surspécialiser ou rester chirurgien général, voilà, c'est vraiment très, très varié. C'est pour ça, entre autres voilà, que j'ai voulu faire ça. D'accord. Et tu t'es spécialisé du coup ou là t'es chirurgien général? Alors je suis de base, on est tous, chirurgiens généraux. Ensuite, on se spécialise en chirurgie générale, donc soit en chirurgie plastique, soit en chirurgie vasculaire, soit voilà, Ah moi ok. ensuite je me suis spécialisé en chirurgie plastique et ensuite au sein de la chirurgie plastique, on peut plus ou moins se spécialiser. Donc faire soit de la chirurgie esthétique, soit de la chirurgie reconstructrice. Généralement, c'est pas trop comme ça. Alors un petit peu, mais on se spécialise aussi par organe, c'est-à-dire on se spécialise en tant que chirurgien plasticien du visage, chirurgien plasticien de la poitrine, chirurgien plasticien chirurgie de la silhouette, c'est-à-dire tout ce qui est chirurgie post-amaigrissement ou les choses comme ça par exemple. Voilà, c'est comme ça qu'on se spécialise. Moi, pour l'instant, je suis encore de la chirurgie générale. Je fais encore de tout. J'ai pas envie de me surspécialiser pour l'instant. Je pense qu'à terme, je ferai plus que du visage et du sein, et éventuellement Ok. de la chirurgie des fesses aussi. J'adore. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas encore envie d'arrêter certaines catégories de chirurgie plastique. Donc pour l'instant, je fais encore de tout. Ok. Ok.
Et du coup, nous, aujourd'hui, on va parler plutôt des chirurgies mammaires. Donc, d'après ton explication, si j'ai bien compris, donc tu as les chirurgies purement esthétiques et les chirurgies donc reconstructrices, par exemple après une ablation d'un sein lors d'un cancer, par exemple. Mhm. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement les différentes interventions qu'on peut faire sur les seins? Alors, comme tu l'as très bien décrit, globalement, il faut vraiment différencier ça en chirurgie esthétique, chirurgie reconstructrice. Globalement, la chirurgie esthétique, c'est tout ce qui n'est pas considéré, comme on l'a dit, comme de la reconstruction. Donc ça va être, par exemple, les augmentations mammaires, c'est-à-dire les prothèses ou alors l'injection de graisse pour augmenter la poitrine, encore que dans certains cas, ça peut aussi être pris en charge. Ça peut aussi être, et ça, c'est assez paradoxal parce qu'en soi, ça pourrait aussi être considéré comme de la reconstruction, mais tout ce qui est la chirurgie de la ptose mammaire. La ptose, c'est quoi? C'est la chute de la poitrine. Une ptose, OK. c'est quelque chose qui tombe, et ça peut être donc la chirurgie de la ptose mammaire, donc une chute de la poitrine, c'est considéré comme de l'esthétique. Ce qui est en soi assez paradoxal parce que dans certains cas, une augmentation mammaire peut être prise en charge par la sécurité sociale. Une réduction mammaire, elle est aussi, et c'est considéré ça comme de l'esthétique, comme de la reconstruction, pardon. OK. Dans certains cas, donc je te parlais de l'augmentation mammaire, lorsque la patiente présente une atrophie mammaire, donc en gros, c'est quoi une atrophie? C'est l'absence de poitrine. En gros, c'est considéré par la sécurité sociale comme, une patiente qui ne remplit pas un bonnet A. OK. Donc voilà, effectivement, ça fait une petite poitrine, mais dans certains cas, en passant par la sécurité sociale, en demandant à la sécurité sociale, une prise en charge de cette intervention, ça peut être considéré comme de la reconstruction. Donc c'est assez paradoxal. Maintenant, effectivement, la sécurité sociale, a voulu tout simplement, réduire leur déficit, et donc ils ont été obligés de mettre en place, certains critères. Donc oui, c'est un petit peu, alors je ne sais pas comment ça a été fait, je pense que c'est plus ou moins de manière, peut-être pas de manière aléatoire, mais ils ont été obligés d'accepter certaines chirurgies, d'accepter la prise en charge de certaines chirurgies et de refuser d'autres. Donc voilà, la chirurgie de la ptose mammaire qui peut malheureusement être fréquente, après des grossesses, parce qu'après la grossesse, on a souvent une diminution du volume de la poitrine, mais en plus de ça, la poitrine ayant été très grosse, à cause de l'allaitement, ou grâce à l'allaitement plutôt, derrière, on va avoir une distension cutanée, et donc cette distension cutanée, associée ou cutanée de la peau, hein, associée à une diminution du volume mammaire après la grossesse, ça peut entraîner justement cette chute des seins. Donc effectivement, oui, c'est assez injuste que cette chirurgie ne soit pas prise en charge, alors que, une patiente qui présente une toute petite poitrine, pourra potentiellement être prise en charge par la sécurité sociale. Maintenant, c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Ils ont été obligés de faire en tout cas de Le faire des choix. choix, de sélectionner la prise en charge de certaines interventions et pas d'autres. C'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, donc il y a bien la chirurgie esthétique, il y a la chirurgie reconstructrice. Alors la chirurgie reconstructrice, c'est effectivement, ça peut être après le cancer, Mais ça peut pas être que une du coup. reconstruction après un cancer, après une mastectomie, d'accord? Ou, ou même par exemple après juste une tumorectomie. Une tumorectomie, ça va être simplement le fait de retirer la tumeur, donc en prenant des marges de sécurité, ce qui va laisser un trou dans la poitrine. D'accord? Ça on peut, dans certains cas, si le trou est trop important, combler ce trou. Donc ça peut être soit l'exérèse complète du sein, soit une exérèse partielle. Il y a différentes sortes, hein. On peut combler, on peut combler, on peut pardon, reconstruire avec des prothèses en prenant le muscle grand dorsal, c'est-à-dire en prenant, le muscle grand dorsal, c'est un muscle qui est situé dans le dos qui peut permettre de reconstruire. On peut utiliser la graisse, on peut faire ce qu'on appelle des lambeaux libres, des DIEP, c'est-à-dire prendre la peau du ventre avec les vaisseaux qui vascularisent cette peau, et venir faire de la microchirurgie, aller brancher au vaisseau mammaire interne, pour justement reconstruire le sein. Voilà, il y a plein de possibilités. Maintenant, qu'est-ce qui est considéré comme de la reconstruction? Également, ça peut être tout ce qui est malformation. Donc comme je le disais, par exemple, une atrophie mammaire, c'est-à-dire une patiente qui présente vraiment une toute petite poitrine, ou une hypotrophie mammaire. Atrophie, c'est vraiment qu'il y a pas de sein. Carré. Hypotrophie, c'est une toute petite poitrine. Hem
Voilà, ça, c'est considéré également comme de la reconstruction. Ça peut être considéré comme de la reconstruction, mais il peut également y avoir ce qu'on appelle, des seins tubéreux. En gros, des seins tubéreux, c'est quoi? C'est une poitrine qui est développée, au sein de laquelle il y a un petit anneau fibreux qui se forme. Heu, un petit anneau fibreux qui se forme et du coup, le sein va se développer, mais il va être bridé par cet anneau et du coup, il va se développer comme s'il se développait dans un tube. Ça va donner une espèce de petit sein tubaire. Voilà, ça, c'est une pathologie qui est relativement méconnue et qui malheureusement, pour laquelle il y a malheureusement alors une prise en charge tardive, peut-être pas parce que généralement on voit pas les patientes qui ont des seins tubéreux, on les voit généralement pas et heureusement d'ailleurs, mais pas à l'âge de 40 ans. Mais c'est vrai qu'on les voit, très souvent fin d'adolescence, début de la vie adulte, donc entre 20, parfois même 25-30 ans, ça peut arriver. Et ça va être des patientes qui, généralement, du coup, sont très complexées parce qu'elles ont une poitrine qui peut, dans certains cas, être vraiment complètement difforme. Il y a différents stades, hein, différents stades. Il y a 3 stades, pour cette maladie, enfin pour cette malformation, pardon, que sont les seins tubéreux. Et on peut vraiment, dans certains cas, se retrouver avec des patients c'est même très fréquent parce que comme cette pathologie est méconnue, on va se retrouver avec des patientes qui sont vraiment très complexées, qui ne comprennent pas ce qu'elles ont, qui n'ont jamais osé dévoiler leur poitrine durant leur rapport intime, voire même n'ont jamais osé avoir de rapport intime par peur d'être jugées. Voilà, les chirurgies reconstructrices, c'est également ça, c'est pas que du cancer. Ouais. C'est pas que du cancer, c'est vraiment il y a des malformations, il existe des malformations mammaires et et voilà, c'est effectivement, c'est bien d'en parler parce que justement, c'est des choses qui sont un petit peu moins connues. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a ce qu'on appelle les syndromes de Poland, voilà, il y a pas mal de choses. Mais voilà, la reconstruction, c'est également ça. OK. Ouais, en fait, il y a tellement de choses qu'à la limite, si on se pose des questions sur, notre poitrine, autant aller consulter pour voir si on peut faire quelque chose puisque finalement il y a tellement de possibilités où on n'est pas forcément au courant que, comme tu l'as dit dans le cas des seins tubéreux, Mmh. imaginons quelqu'un qui n'est pas forcément au courant de ce qu'il a ou qui se pose beaucoup de questions, elle peut venir consulter une fois, voir si, Bien il y sûr, a évidemment, évidemment, puisque de toute façon, alors en soi, c'est, une poitrine qui est inesthétique, c'est pas forcément lié à une malformation. oui, Il y a des comment dire? On a des poitrines qui malheureusement, sont pas forcément très jolies, sont pas forcément très jolies et sans que ce soit une malformation. Mais oui, on peut de toute façon toujours ou en tout cas quasiment toujours, proposer quelque chose pour améliorer cette poitrine. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être augmenter la poitrine, enfin ça dépend vraiment du désir de la patiente, ça dépend vraiment de son souhait. Mais effectivement, nous, la patiente quand on va la voir en consultation, enfin quand elle va venir nous voir en consultation, pardon, la première chose qu'on va lui demander, c'est ce qui l'amène. Pourquoi est-ce qu'elle vient nous voir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette patiente? Et là, elle va nous expliquer son problème. Donc ça peut être, effectivement, j'ai une poitrine qui tombe, j'ai une poitrine trop petite, j'ai une poitrine trop grosse, j'ai des gros tétons, des grosses plaques aréolo-mammaires, je voudrais les réduire. Bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une asymétrie mammaire, d'accord? Ce qui peut être considéré mmh, comme une asymétrie mammaire, c'est de la reconstruction si, la différence entre les 2 seins, est supérieure à un bonnet, c'est-à-dire si on fait un bonnet A ou un bonnet B d'un côté, puis un bonnet B ou un bonnet C de l'autre, d'accord? Ça peut dans ce cas-là être considéré comme de la ou plus, hein, mais dans ce oui, cas-là, ça peut être considéré comme de la reconstruction. Ça peut être n'importe quoi, mais oui, effectivement, de toute façon, je pense que, de manière générale, pas que pour la poitrine, mais au vu de maintenant les chirurgies plastiques, c'est une spécialité qui a une 50, 60 ans, d'accord? Voilà, qui effectivement est encore jeune, mais il y a eu d'énormes progrès en chirurgie plastique, en chirurgie esthétique, que, maintenant on peut quasiment tout améliorer. On peut quasiment toujours proposer une solution, pour une patiente qui a une gêne, qui a un complexe, qui a une pathologie ou une malformation. On peut toujours, quasiment toujours proposer quelque chose pour améliorer le rendu esthétique. Donc OK. oui, effectivement,
il faut vraiment pas hésiter à venir consulter. Maintenant, c'est vrai que, encore une fois, je reparle des seins tubéreux parce que c'est quand même assez particulier, c'est quand même assez particulier. C'est une malformation dont on parle pas souvent, qui est quand même relativement méconnue et c'est vrai que très souvent, comme en plus ça se forme, c'est une pathologie qui se forme à l'adolescence, puisque justement qui se forme lors du développement mammaire, c'est-à-dire chez des adolescentes, donc des jeunes patientes de 11, 12, 13, 14 ans. Forcément, elles ne savent pas, elles ne se renseignent pas et surtout elles osent pas en parler. Elles osent pas en parler, elles osent pas en parler et donc c'est pour ça que, c'est 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 pour ça que cette pathologie en particulier reste pas tabou, mais relativement méconnue. Parce que justement, comme elle se forme à l'adolescence, heureusement ou pas, mais les adolescentes, effectivement, très souvent, elles ne enfin, voilà, c'est normal que quand elles sont complexées, elles vont plus avoir tendance à le cacher, à ne pas en parler, à se dire: «Bon, c'est juste ma poitrine qui est pas jolie, qui est» voilà, Mmh. sans aller chercher effectivement, une malformation, décrite et existante. Ouais, mais du coup, est-ce que pour ces jeunes patientes, tu peux déjà faire une intervention sur, leur poitrine ou alors il faut quand même attendre la majorité, et la fin de la croissance? Alors il faut attendre. Il faut attendre, et ça globalement, c'est pareil pour toutes les chirurgies plastiques, que ce soit des rhinoplasties, que ce soit n'importe quoi, il faut vraiment attendre, enfin, chirurgie plastique en général, il faut vraiment attendre, la fin de la croissance. La fin de la croissance, la fin du développement mammaire, la fin du développement du sein, la fin de l'adolescence. Pourquoi? Parce que, et ça c'est valable pour toutes les chirurgies plastiques, parce que opérer quelque chose qui va continuer à se développer derrière, ça peut déformer le rendu esthétique. Je vais donner un autre exemple. Quand on fait par exemple une, heu, une plastie abdominale, une liposuction ou quelle que soit la chirurgie, on va toujours demander au patient d'avoir un poids stable après l'intervention. Je vais prendre l'exemple, d'une liposuction ou d'une plastie abdominale, hein. Mais en gros, qu'est-ce qui va se passer? Il faut vraiment voir le corps comme, comme un comme un pas co comme un récipient, avec le contenant, c'est-à-dire la peau et le contenu, c'est-à-dire, donc là je parle pas du sein, je parle de Du le contenu, ventre? c'est-à-dire la graisse, d'accord? Ouais. Le tissu sous-cutané. Si une patiente si une patiente vient me voir pour une liposuction, qu'est-ce qui va se passer si derrière elle a pas un poids stable? En gros, on va examiner la patiente dans sa globalité. Donc, on va examiner la quantité de graisse, qu'elle a, d'accord? À l'endroit qu'elle voudra aspirer, hein, bien évidemment. Heu, on va regarder la quantité de graisse qu'elle a, mais on va également regarder la peau. Globalement, si j'aspire, par exemple, la culotte de cheval, d'accord? Si une patiente vient me voir pour une lipoaspiration de la culotte de cheval, mais que elle a été obèse ou elle a été grosse en tout cas, qu'elle a perdu du poids, la peau, elle s'est distendue derrière. La peau s'est distendue et en se distendant, elle va malheureusement, en se rétractant, si la patiente a reperdu un petit peu de poids derrière, a reperdu du poids, le potentiel élastique de la peau, la peau, elle est composée de fibres d'élastine, de fibres élastiques et de plein d'autres choses, mais qui vont faire que la peau, c'est un petit peu comme un élastique, donc qui se détend, qui se retend lorsqu'on tire dessus ou lorsque ça se rétracte. Si le poids de la patiente a trop fait le yo-yo avec son poids, malheureusement, ça va un petit peu trop distendre la peau et c'est vraiment comme un ballon baudruche qui va s'abîmer. Si on souffle dedans et qu'on le dégonfle 50 fois, à la fin, le ballon de baudruche ne va plus se rétracter. Il va Mmh. rester distendu. La peau, c'est exactement pareil. La peau, c'est OK. exactement pareil et avant d'envisager une liposuction, il faut voir effectivement si la peau peut se rétracter derrière, ou pas. Il faut demander à la patiente du coup d'avoir un poids stable hem, parce que justement ne pas avoir un poids stable, ça va encore plus abîmer la peau et du coup ça risque de l'abîmer, ça risque en fait d'abîmer le résultat esthétique, le résultat esthétique de cette intervention. D'accord? Donc voilà, globalement,
Je ne sais plus quelle était la question initiale. Non, on parlait qu'il fallait attendre la fin de la croissance et du développement. Voilà. C'était ça. Donc voilà, en gros, toute modification du corps va derrière avoir des effets, ou en tout cas peut potentiellement avoir des effets délétères sur le rendu esthétique. Et c'est pour ça que oui, ça pour le coup, c'est indispensable. Et clairement, ça c'est un conseil que je vais donner à n'importe quelle patiente, mais de toute façon, en France, ça ne se verra pas. On verra jamais, j'espère en tout cas, mais on verra jamais un chirurgien esthétique ou un chirurgien plasticien qui acceptera d'opérer une patiente avant la fin de la croissance ou avant la fin du développement, que ce soit mammaire, que ce soit avant la fin de l'adolescence, si on fait une rhinoplastie ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y a des modifications morphologiques, des modifications du visage de la poitrine, et que malheureusement, ça peut fortement altérer le rendu esthétique final. Okay, ouais. D'accord. Du coup, est-ce que c'est un peu lié à la précédente question? Est-ce que toutes les patientes sont éligibles à une chirurgie? Donc, comme tu as dit, imaginons que c'est une personne qui a un poids stable, etc., qui se présente à toi. Est-ce que toi, tu peux refuser des patientes? Bien sûr, bien Ouais. sûr. Alors, globalement, moi, ce que je dis à mes patientes, c'est que pour poser une indication opératoire, il faut 2 choses. Il faut quelque chose à opérer et il faut quelqu'un à opérer. Quelque chose, ça veut dire qu'il faut une vraie indication. C'est-à-dire que, effectivement, parfois on a des patients qui, je donne un exemple, le premier exemple qui me vient, hein, mais qui vont souffrir de dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est quoi? C'est le fait de se voir de manière déformée. Mmh. En gros, c'est quelque chose de psychiatrique, façon de parler, parce que c'est pas une maladie en soi à proprement parler, mais c'est un symptôme qui peut s'intégrer dans différentes pathologies psychiatriques. Attention, toute personne qui souffre de dysmorphophobie n'est pas un patient psychiatrique, hein, c'est pas ce que je suis Oui. en train de dire. Mais effectivement, on peut avoir des gens qui du coup, ont souffert de complexes, ont souffert d'un autre complexe, pour peu qu'il y ait eu des, j'en sais rien, des moqueries à l'école ou quoi que ce soit dans l'enfance, bref, peuvent avoir un complexe et du coup vont vraiment focaliser sur certains défauts qui n'existent potentiellement pas. Donc voilà, ça c'est la première chose, il faut quelque chose à opérer, il faut vraiment un, un vrai défaut ou en tout cas une vraie indication opératoire. Une vraie indication opératoire. Deuxième chose, il faut quelqu'un à opérer. Il faut quelqu'un à opérer. C'est-à-dire que, effectivement, si le patient souffre pour le coup euh, de dysmorphophobie ou alors a de gros antécédents, par exemple, quelque chose, enfin, si on, avant de poser indication de chirurgie, alors je parle principalement pour l'esthétique, mais faut vraiment, si un patient a de gros antécédents, j'en sais rien, par exemple une valve cardiaque, prend des traitements assez lourds, des traitements anticoagulants ou quoi que ce soit, euh, et demande, j'en sais rien, une lipoaspiration, un lifting ou quoi que ce soit, on va vraiment se poser la question, de est-ce que ça vaut le coup d'opérer cette patiente, d'opérer ce ou cette patiente d'ailleurs. Pourquoi? Parce que si la chirurgie est plus risquée qu'elle va apporter de bénéfices, on se dit que ça ne vaut pas le coup globalement quand on pose une indication opératoire, il faut vraiment toujours poser la balance bénéfice-risque. Il faut Mmh. vraiment toujours poser la balance bénéfice-risque. Et si le risque est supérieur au bénéfice, on va contre-indiquer cette intervention. Et Ok. c'est là justement que peut être les difficultés du chirurgien plasticien, c'est de poser la bonne indication opératoire chez le bon patient ou chez la bonne patiente. Je vais donner un autre exemple. Euh, une lipoaspiration. L'indication de la lipoaspiration, c'est pas un patient obèse. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la lipoaspiration, ça ne peut pas se substituer à ce qu'on appelle une chirurgie bariatrique, c'est-à-dire toutes les chirurgies qui sont relativement à la mode depuis quelques années, mais toutes les chirurgies qui vont permettre de faire perdre du poids. Par exemple, tout ce qui est les sleeve gastrectomies, les bypass, toutes ces choses-là, les énogastriques qui se posent plus maintenant ou quasiment ou beaucoup moins. Mais une lipoaspiration, ça ne va pas se substituer
à ce type de chirurgie. La lipoaspiration, c'est vraiment c'est vraiment une opération, c'est vraiment une opération qui doit être posée, qui doit être réalisée chez un patient ou une patiente qui présente une zone de lipomérie, c'est-à-dire un excédent graisseux qui est localisé, qu'il n'arrive pas à, à enlever, euh, malgré un régime, malgré de l'activité physique. D'accord? C'est ça la vraie indication de la lipoaspiration. C'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas justement l'objectif d'une lipoaspiration, c'est pas de faire perdre du poids. Donc parfois, oui, effectivement, on a des patients qui vont faire 100 kilos pour 1,60 m et qui vont venir nous voir pour perdre du poids. Dit oui, dans ce cas-là, clairement, ben, l'indication, non, elle ne se pose pas d'une lipoaspiration. Et très souvent, les patients vont nous dire, oui, mais s'il vous plaît, aspirez-moi juste 10 litres, ça va me faire perdre un petit peu de poids et derrière, ça va me motiver. Là, clairement, ben, on leur répond non, parce que là, pour le coup, la balance bénéfice-risque, elle penche plus en faveur du risque qu'en faveur du bénéfice. Une chirurgie, effectivement, il y en a des milliers, alors je ne sais pas combien, mais pas des chirurgies plastiques, les chirurgies en général, il y en a des milliers qui sont pratiquées tous les jours en France et peut-être des dizaines de milliers, j'en sais rien, dans le monde. Maintenant, effectivement, les progrès en anesthésie sont fabuleux et le nombre de décès liés à une anesthésie générale en France, je crois qu'il y en a entre 5 et 6 par an, donc il me semble, hein, je ne suis pas certain des chiffres, mais voilà, je crois que c'est vraiment très très peu, je crois que c'est moins de 10 par an, et heureusement d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en anesthésie, ils font des progrès ils ont fait des progrès faramineux, et heureusement d'ailleurs. On est au 21e siècle, on est en 2021, et heureusement que voilà, qu'on ne meurt plus malgré une anesthésie générale. Mais bref, malgré ça, une chirurgie, ça reste un acte chirurgical, ça reste un acte pour lequel il y a des risques. Et donc, on ne peut pas se permettre de prendre des risques en opérant n'importe quoi et n'importe qui, tout simplement. Ouais. Donc oui, ça nous arrive de refuser, certaines interventions ou d'opérer certains patients. Ça nous arrive également de refuser d'opérer certains patients si on voit que de toute façon, le patient, quel que soit, et ça se rapporte un petit peu à la dysmorphophobie, on revient un petit peu sur la dysmorphophobie, mais si on sent que le patient ou la patiente ne sera de toute façon pas contente ou pas content en Du résultat. post-opératoire parce qu'il a des attentes qui sont qui sont irréalisables. Dans ce cas-là, oui, on a tout intérêt à refuser. Pourquoi? Parce que derrière, ça peut potentiellement euh, faire perdre de l'argent aux patients pour rien, parce qu'effectivement, la chirurgie esthétique, c'est une chirurgie qui coûte cher. Euh, et derrière, ça n'apportera que des ennuis pour le patient comme pour le chirurgien. Parce que le patient, même si le résultat est parfait, ne sera pas content et du coup, il va s'en Faire prendre au une mauvaise chirurgien. publicité. Donc oui, effectivement, avant de poser une indication opératoire, euh, on voit de toute façon en général plusieurs fois le patient. Et vraiment, oui, effectivement, c'est ça qu'il faut le détecter en préopératoire. Parce que sinon, ce sera délétère pour le patient et pour le chirurgien. Et Ok, clairement, ouais. une intervention chirurgicale qui se termine mal, enfin, ma façon de parler, hein, Oui, même si oui. l'intervention s'est bien passée, ben voilà, c'est pas bon ni pour le patient ni pour le chirurgien. Et Donc du oui, coup, est-ce effectivement, que il nous arrive de. de Ouais. refus, même des opérations, est-ce que, enfin, je sais pas si par exemple on est déjà venu te voir pour demander, par exemple, une poitrine démesurément grande par rapport au gabarit de la personne, ou alors, tu vois, de refaire des fesses démesurées par rapport, tu sais, à la Ouais. morphologie. Alors oui, oui, ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé. Euh, pour le coup, en tout cas pour ma part, euh, j'aime pas. Je trouve pas ça joli. J'aime pas quand c'est pas naturel. J'aime vraiment pas Mm. du tout. Effectivement, oui, ça m'est arrivé. La dernière en date, c'est une patiente. C'est une patiente à qui j'ai posé des prothèses mammaires et qui justement, elle pour le coup, euh, elle n'avait vraiment pas du tout de poitrine. Il y avait la sécurité sociale a accepté la prise en charge de son intervention parce que justement elle n'avait pas absolument pas, enfin elle avait moins, elle remplissait pas un bonnet A. Ok, ouais. Et effectivement, donc elle devait faire, je sais pas, 1,70 m pour 50 kilos. Mhm. Vraiment, elle était très très mince,
très très mince, et elle vient me voir, elle me fait: «Mais je voudrais un bonnet, je voudrais un bonnet D ou E». J'ai commencé à discuter avec elle, et vraiment typiquement, c'était pas du tout son profil. C'était pas du tout le profil de cette patiente, justement, d'avoir une grosse poitrine. Sauf qu'en fait, elle avait toujours été très complexée par sa poitrine, par son absence de poitrine, parce que pour le coup, elle en avait vraiment très peu. Et elle, pour le coup, elle voulait un bonnet D ou un bonnet E. Je commence à discuter avec elle, je commence à lui montrer des implants aussi gros, et je commence à vraiment à lui demander de me faire confiance. Pourquoi? Parce que j'avais jugé, j'avais observé, enfin, ça s'est vu assez rapidement, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être Dieu pour voir Ouais. ça, qu'elle n'aurait pas été satisfaite en post-opératoire si je lui avais mis des prothèses de 500 cc. C'est-à-dire que je lui avais augmenté de 3 ou 4 bonnets, enfin, Mmh. si je lui avais augmenté de 3 bonnets la taille de sa OK. poitrine. Et du coup, en discutant avec elle, j'ai finalement, bah oui, réussi à la convaincre. J'ai réussi à la convaincre de mettre des implants un petit peu plus petits et d'avoir quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle soit déjà très mince, les implants se voient beaucoup plus. Si on n'a pas de tissu, si on n'a pas de poitrine pour cacher l'implant, forcément, il se voit un petit peu plus. C'est comme ça chez les patientes minces. Oui, l'implant peut se voir, à moins qu'on rajoute de la graisse, mais ça, c'est encore enfin, en Mmh plus. mh. Voilà, si vraiment la patiente n'en a pas, on peut le prendre dans le bas des fesses. Bref, ça, c'est encore un autre sujet, un autre débat. Mais oui, forcément, moins on a de tissu pour cacher l'implant, plus l'implant va se voir. Donc oui, cette patiente, bah, j'ai discuté avec elle, j'ai pris du temps pour vraiment lui faire comprendre que lui mettre une prothèse de 500 cc, lui faire un bonnet D, non, ça ne lui irait pas, et elle serait pas satisfaite du résultat. Euh, je lui ai bien expliqué que de toute façon, même faire un bonnet C, ce serait déjà très gros. Ce serait déjà très gros, et ce serait amplement suffisant pour elle, qu'elle serait de toute façon ravie parce qu'elle aurait une poitrine. Mais que, voilà, j'ai vraiment essayé de lui faire comprendre que ça ne correspondrait pas à son image et, enfin, et à sa personnalité que que de lui faire un énorme bonnet. Mmh. Finalement, elle a accepté de me faire confiance. Je lui ai mis des prothèses, je crois, dans mes souvenirs, je sais plus, je lui ai mis, je sais plus, des prothèses de 300 cc, 260 ou 280 cc. Bref, ce qui est un volume, le volume moyen, ce qui était déjà amplement suffisant pour elle. Voilà, finalement, bah, le résultat est beaucoup plus naturel que ce qu'elle voulait, et puis elle est ravie. Elle est ravie, là, je l'ai revue, je sais plus quand. Je l'ai revue il y a quelques semaines d'ailleurs, ou la semaine dernière. Et voilà, elle a pu se balader en maillot de bain pour la première fois à la plage avec une poitrine. Elle était absolument ravie. Donc oui, effectivement, moi, des patients qui demandent vraiment des énormes poitrines, j'en ai pas énormément. Et heureusement d'ailleurs, maintenant, maintenant enfin des énormes poitrines ou des énormes fesses, j'en ai pas énormément. Maintenant, si elles le veulent, oui, je le fais. Mais par contre, je veux vraiment m'assurer, moi, pour ma part, j'essaye de les convaincre de faire quelque chose de plus naturel. Et surtout, je veux vraiment m'assurer qu'elles seront satisfaites du résultat si vraiment on fait quelque chose de démesuré. Maintenant, c'est de toute façon le ou la patiente qui a le dernier mot. Pourquoi? Parce que c'est le patient qui vient pour justement modifier quelque chose, modifier un organe en faisant de la chirurgie esthétique. Et c'est de toute façon son corps, on n'a pas notre mot à dire. Alors, on a des conseils à donner, bien évidemment, mais c'est le patient qui paye, c'est le patient qui décide, qui a de toute façon le dernier mot. Euh, Ce qui en soi est normal, ce qui en soi est Oui. complètement normal. Donc voilà, nous, effectivement, bah oui, on est là, mais uniquement pour donner des conseils. OK. OK, et pour continuer aussi sur, le thème, des prothèses mammaires, Ouais, j'ai une question qui est plutôt relative du coup au cancer du sein, parce que bien c'est, sûr. quelque chose qu'on a soulevé avec, une autre personne qui va venir interagir sur le podcast. En fait, elle me disait: «Les personnes qui ont des prothèses, elles ont pas forcément conscience», alors à toi de me dire, oui ou non, qu'elles peuvent avoir un cancer du sein potentiellement, et du coup elles sont moins, hem, comment dire? Sensibles, par exemple, à faire l'autopalpation.
Bien sûr, je comprends. Alors, je vais te poser la question autrement avant d'y répondre. Mais en gros, pourquoi est-ce que le fait de mettre des prothèses, ça diminuerait le risque de cancer du sein? Voilà, je me doute que tu as pas la réponse et c'est complètement Ouais. normal. Heu, absolument pas. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, ça touche une femme sur 9 et quel que soit quel que soit, la morphologie de la patiente, petite, grosse poitrine, intervention, pas intervention, il est primordial, il est indispensable de se faire dépister. De se faire Mmh. dépister. Il y a des risques, c'est un cancer qui va toucher, encore une fois, une femme sur 9. Malheureusement, c'est une loterie. De la même manière que le cancer en général, bah, c'est une loterie. Alors effectivement, il y a des familles, des femmes, Qui et sont même plus parfois à des hommes, hein, risque. parce que les hommes peuvent Oui, faire du cancer du sein aussi. Les hommes, c'est 1 à 2 des cancers du sein. Donc voilà, même un homme qui justement, va sentir une boule, une masse au niveau de son thorax, doit les consulter rapidement. Les cancers du sein mmh, et également chez les hommes, mais chez les femmes, heu, la question ne se pose pas. Il est indispensable de se faire tester. Globalement, ça dépend des facteurs de risque des patientes, mais il y a un dépistage de masse qui est, organisé, bah, enfin en France, à partir de 50 ans, d'accord? Il y a un dépistage, grâce avec des mammographies. Maintenant, en fonction des facteurs de risque, il y a des facteurs de risque de cancers familiaux. Donc quand il y a un cancer familial au 1er degré, la maman. généralement la maman, heu, il va y avoir un il va y avoir, ça va être considéré comme un facteur de risque et donc le dépistage du cancer du sein ne va plus se faire à 50 ans, mais à partir de 35 ans. Donc voilà, ça c'est du dépistage. À partir de 50 ans, c'est ce qu'on appelle le dépistage de masse. Et oui, clairement, une intervention chirurgicale ne doit absolument pas, ne protège absolument pas. J'ai presque envie de dire au contraire. Alors peut-être, heureusement, pas au contraire, mais ça ne protège absolument pas du cancer du sein. Il est indispensable de se faire, de se faire dépister régulièrement. Nous, de toute façon, avant une chirurgie mammaire, on réalise systématiquement, quel que soit l'âge de la patiente, hein, mais Mmh. systématiquement, on va systématiquement réaliser euh, des examens d'imagerie. Alors chez les femmes jeunes, ça va être mammographie plus échographie. Pourquoi plus une échographie? Parce que les femmes jeunes ont une poitrine dense, plutôt lourde, plutôt glandulaire. D'accord? Dans le sein, il y a de la glande et il y a de la graisse. Elles ont une poitrine plutôt glandulaire et du coup, il y a besoin de faire une échographie afin de mieux dépister justement une éventuelle anomalie, un éventuel cancer. Alors par chance, c'est très très rare. C'est Mmh. très très rare. Enfin, c'est très rare, façon de parler. Euh, c'est pas fréquent, on va dire, mais on réalise systématiquement un dépistage, une imagerie avant de réaliser une chirurgie mammaire. Déjà pour vérifier qu'il n'y a rien, mais deuxièmement, ça va servir d'examen de référence. Pourquoi? Parce que derrière, après une chirurgie, justement, et ça c'est ce qu'on explique aux patients en consultation, mais ça ne dispense absolument pas du dépistage. Ça Mmh. ne dispense absolument pas du dépistage. Et ces examens d'imagerie préopératoire vont servir d'examen de référence. Donc non, non, D'accord. la question ne se pose pas. Il faut essayer. Voilà, on n'est pas exempté de dépistage lorsqu'on a eu une chirurgie mammaire. Ouais, dans tous les cas, dans tous les cas de chirurgie. Et aussi, du coup, là, ça me pose la question de savoir, par exemple, quand on fait une mastectomie préventive, Mhm. ou que ce soit un sein ou les deux seins, Ouais. ça veut dire on doit aussi continuer le dépistage. Enfin, il y a toujours un risque de cancer. Alors, oui, maintenant, de toute façon, quand on réalise une mastectomie préventive, c'est qu'en général, on est quand même suivi. Oui. On Voilà, alors ça, c'est bon, alors ça dépend de l'étiologie de la mastectomie préventive, d'accord? Il y a différentes, les étiologies les plus connues, c'est la mutation des gènes BRCA1, BRCA2, Mhm. d'accord? C'est ce qu'a eu, comment elle s'appelle? L'ex-femme de Brad Pitt, Angelina Jolie. Angelina Jolie, Ouais, ouais. voilà, c'est ce qu'elle a eu. Elle avait une mutation du gène BRCA.
Je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2. Mais de toute façon, dans ce type comment dire? Dans ce type de pathologie, je vais prendre celle-là parce que c'est la plus fréquente, il y a généralement une consultation de toute façon d'oncogénétique, c'est-à-dire, une consultation de génétique associée à de l'oncologie. Voilà, c'est toutes ces mutations qui peuvent donner des cancers, D'accord? Parce que, quand on a une mutation du gène BRCA, ça peut également, donner des cancers de l'ovaire et d'autres cancers. D'accord. Ouais. Maintenant, voilà, de toute façon, forcément, on est plus à risque. Il y a généralement un suivi génétique, enfin d'oncogénétique, il y a un suivi gynéco, bien évidemment. Donc voilà, les patients le savent, mais oui, effectivement, il faut continuer les dépistages. Pourquoi? Tout simplement parce que même si on retire quasiment toute la poitrine, on ne retire pas tout. On ne retire pas tout. Dans certains cas, on peut garder la plaque aréolo-mamelonnaire. La plaque aréolo-mamelonnaire, ça fait partie du sein. Derrière cette plaque aréolo-mamelonnaire, il y a de la glande mammaire. D'accord? Et quand on fait une mastectomie, c'est pareil. On ne va pas venir racler la peau. Pourquoi? Parce que sinon, ça entraîne une dévascularisation de cette peau et donc des nécroses. Bref, ça pourrait entraîner effectivement des, des catastrophes sur le plan esthétique. Ouais. Alors, des catastrophes qui sont toujours rattrapables, mais voilà, ça peut sévèrement compliquer les choses. Donc non, on ne retire jamais tout le sein. On ne retire jamais tout le sein, même quand on fait une mastectomie préventive. D'accord? Donc oui, il est de toute façon indispensable de se faire dépister. Maintenant, encore une fois, généralement dans ces cas-là, c'est des patients, enfin, on n'a jamais un patient ou une patiente qui arrive en nous disant tiens, j'ai une mutation du gène BRCA, il faut me faire une mastectomie bilatérale. Voilà, c'est des patientes qui sont suivies par des gynécologues, par des oncogénéticiens. Ouais, qui Donc, ont déjà un passé, on va dire, médical, bien sûr, bien sûr. de suivi Donc lourd. voilà, ça pour le coup, il n'y a pas de, enfin, généralement, il n'y a pas trop de patientes qui passent à l'as. OK, Qui ah oui. passent entre les mailles du filet, pardon. OK, oui, je vois Donc non, et toujours, dans cette optique, de chirurgie mammaire, moi j'ai une autre question, c'est que ce soit pour concernant la réduction ou même, l'opération, des mamelons ou alors, la pose de prothèse, enfin toutes les chirurgies mammaires, est-ce qu'on peut allaiter ou pas un bébé après une chirurgie mammaire? alors, ça dépend de la technique qu'on utilise, mais généralement, oui. Pourquoi? Tout simplement parce que, je vais donner l'exemple des prothèses. Mais en gros, comment est-ce que comment est-ce qu'on allaite? Tout simplement, les glandes mammaires, donc le sein, d'accord? Pas la graisse, mais les glandes mammaires qui sont contenues dans le sein, sont reliées à la plaque aréolo-mamelonnaire, au mamelon, par des canaux galactophores. D'accord? Ces Mmh. canaux galactophores, c'est ce qui relie tout simplement l'extérieur, d'accord? L'extérieur aux glandes mammaires. Généralement, on ne les coupe pas, d'accord? Quand on passe, moi pour ma part, je vais encore une fois parler, je vais parler des prothèses. Pour ma part, quand je mets des prothèses, il y a différentes possibilités, différentes incisions pour mettre des prothèses. Soit on passe par voie sous-mammaire, c'est-à-dire sous le sein. Moi, c'est la cicatrice que je préfère parce que, Bien sûr. contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, c'est la cicatrice qui se voit le moins. Mais on peut également donc passer soit par voie sous-mammaire, soit par voie hémipériaréolaire inférieure, c'est-à-dire autour de la plaque aréolo-mamelonnaire, euh, sur la moitié inférieure de la plaque aréolo-mamelonnaire, soit par voie axillaire, c'est-à-dire sous l'aisselle. D'accord? Bref, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Les canaux galactophores, on ne les coupe pas. On ne les Mmh. coupe pas, donc oui, on peut allaiter. D'accord? Pareil quand on fait une cure de ptose, c'est-à-dire qu'on remonte la poitrine, ou quand on fait même une réduction mammaire. D'accord? Généralement, on ne les coupe pas. Alors, on en coupe quand on fait une cure de ptose ou quand on fait une réduction mammaire, on en coupe une partie, forcément. On en coupe une partie. Maintenant, euh, on ne les coupe pas tous. Donc, oui, on peut allaiter. Dans 1 à 5 % des cas, malheureusement, il y a des problèmes d'allaitement chez certaines patientes. On ne l'explique pas particulièrement, mais ça peut arriver. Je touche du bois, moi ça m'est encore jamais arrivé, j'ai jamais eu de retour de patientes à qui c'est arrivé. Maintenant, non,
on n'est pas à l'abri, mais effectivement, c'est quelque chose qui reste quand même très très rare. Le fait de ne plus pouvoir allaiter après une chirurgie mammaire, c'est quand même quelque chose qui reste rare. Qui reste rare. D'accord, ok. Dans la plupart des cas, on peut, et dans certains cas, ben, effectivement, oui, on ne peut pas, on l'explique pas trop. Mais encore une fois, c'est entre 1 et 5% des patients. Ok, ah, moi je pensais que c'était plutôt l'inverse, qu'en général on ne pouvait pas allaiter et que finalement, dans certains cas, si on avait de la chance, on pouvait le faire. Du coup, ouais, j'avais complètement cette idée reçue. Un acte chirurgical pour lequel je préviens systématiquement les patientes qu'il y a de fortes chances qu'ils ne puissent pas allaiter, c'est ce qu'on appelle les mamelons invaginés. Les Ok. mamelons invaginés, c'est quoi? C'est justement le mamelon. Donc le mamelon, c'est la petite boule qui ressort au centre de la plaque aréolo-mamelonnaire. D'accord? Dans la plaque aréolo-mamelonnaire, il y a l'aréole, ce qui est autour, et il y a le mamelon, c'est la petite boule du milieu. D'accord? Mhm. Et les mamelons invaginés, c'est justement dans certains cas, en fait, on a justement ces canaux galactophores qui sont un petit peu trop tendus et qui vont venir tracter le mamelon à l'intérieur du sein, Ok. qui vont venir tracter le mamelon à l'intérieur du sein. Il existe une chirurgie pour corriger justement pour corriger ce mamelon invaginer. C'est la cure de mamelon invaginer. Et comme c'est les canaux galactophores qui rétractent le mamelon, qu'est-ce qui va se passer du coup? Euh, le traitement de cette malformation, de ce souci, c'est justement d'aller couper ces canaux galactophores pour Donc, justement désinvaginer le mamelon. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, il est rare, même très rare, que les patientes puissent allaiter derrière. mhm. Maintenant, ça vient un petit peu, comment dire, je dirais pas contrecarrer cette pathologie, mais très souvent, malheureusement, quand une femme souffre de mamelon invaginer ou présente un mamelon invaginer, il est très difficile d'allaiter. Ok, Oui, ouais. ouais, ça peut être très difficile d'allaiter, ouais. Dans les deux cas, en fait, c'est compliqué, quoi. Qu'on soit opéré ou Bah, pas. disons que dans un cas, ça peut être difficile, dans l'autre cas, c'est presque C'est impossible. impossible. Presque. Dans certains cas, ça repousse. Dans certains cas, on peut avoir des repousses de canaux galactophores. Mais voilà, honnêtement, oui, effectivement, il ne faut pas compter sur un souhait d'allaitement si on se fait opérer de cette intervention. Maintenant, pour moi, c'est la seule. C'est la seule. Ok. Et dans tous les autres cas où je préviens les patientes que oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ce serait rare et ce serait vraiment pas de chance. Mais qu'il y a entre 95 et 99% de chances qu'elle puisse allaiter derrière. Ouais. Ok. Ok. Bah, super. Moi, j'ai posé toutes mes questions. D'accord, Euh, si très on bien. veut venir te voir en consultation, enfin, donc, tu as ta page Instagram déjà où il y a plein d'informations sur les différentes opérations que tu pratiques, D'accord, actes que tu pratiques, que je remettrai en barre d'infos du podcast. Et d'accord. du coup, tu as aussi ton site internet. Ouais, Euh, bah, je te remercie. Alors, sur mon site internet, j'ai beaucoup plus détaillé les informations que sur Instagram. Sur ouais, Instagram, j'imagine. il y a plus de avant-après. Alors, il y a quelques petites informations, effectivement, sur certaines interventions. Alors, je précise juste que les avant-après, j'ai eu l'accord des patients. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Avant de les publier, je leur demande toujours. Toujours, toujours, forcément, malgré le fait qu'ils signent le consentement. Enfin bref, passons. Mhm. Mais pour le coup, c'est beaucoup plus détaillé sur mon site internet. D'accord, ouais. Là, pour le coup, j'ai vraiment pris beaucoup plus de temps pour vraiment expliquer ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant, ce qui se passe après. Je mets des liens justement sur les feuilles d'information qui ont été réalisées par la Société française de chirurgie plastique, la SOFCPRE, où justement il y a vraiment les détails des différentes interventions. Donc ça explique le avant, ce qu'il faut faire avant, ce qu'il ne faut pas faire avant, ce que l'on fait pendant ou ce que l'on ne fait pas pendant, et ce qu'il faut faire après. Pourquoi après? Tout simplement parce que après l'intervention, eh ben, c'est une partie très importante du post-opératoire. Mais une chirurgie esthétique ou reconstructrice, c'est pas uniquement une intervention. Derrière, il y a un suivi qui est long. Les patients, en général, on les suit pendant 1 an. Ok, Alors, ouais. bien évidemment, on va les suivre de manière beaucoup moins régulière 6 mois après l'intervention. Mais en tout cas, les premières semaines après l'intervention, bah oui, on voit les patients quasiment toutes les semaines. Bref, tout ça pour dire que le post-opératoire, c'est vraiment quelque chose qui est très important.
C'est vraiment quelque chose qui est très important. Il y a des consignes à respecter. Et du coup, il y a le chirurgien qui est présent, qui doit être présent pour justement accompagner les patientes et les patients dans ces consignes post-opératoires, répondre aux questions et surtout vérifier que tout se passe bien. Parce qu'encore une fois, en chirurgie, il y a même s'il y a peu de risques, Il y a toujours un le risque risque. zéro n'existe pas. Il n'y a que ceux qui font rien qui n'ont pas de soucis. Exact, oui. Donc voilà, toutes ces interventions, elles sont beaucoup plus détaillées sur mon site internet, ouais. OK, super et sinon tu es présent sur Doctolib, j'imagine, pour la prise de rendez-vous? Je suis présent sur Ouais, Doctolib, sur Google aussi. OK, Google, il y a toutes les informations pour prendre rendez-vous avec moi et puis voilà, globalement. Moi, je suis super. dans le 4e arrondissement sur la place de la Bastille. OK, super, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces Merci à infos, toi, avec grand c'était plaisir super et puis, chouette. Ouais. à très bientôt. N'hésite À Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Dr Ayoun sur sa page Instagram @Dr Mathieu Ayoun, donc @Dr-Mathieu-HAIUN, ou encore sur son site internet drayoun.fr, donc drhaioun.fr, et vous pouvez également prendre directement rendez-vous avec lui via l'application Doctolib. Si vous avez aimé notre épisode, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis 5 étoiles. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et plein d'autres informations sur notre site osebougem.com ou sur Instagram @osebougem.